Alors, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Je vois que le nombre de participants est en train d'augmenter. C'est bien. Alors, bon, je vais juste peut-être commencer. Donc, bienvenue à ce webinaire organisé par la commission SSI de la DBU, donc SSI signalement et système d'information. La commission est pilotée par Aurore Cartier, mais qui est en congé maternité en ce moment. On a plusieurs axes de travail, plusieurs problématiques. Donc, on s'intéresse aux évolutions des méthodes de signalement, à nos outils métiers, aux compétences informatiques qui sont nécessaires pour utiliser et administrer nos outils métiers. Actuellement, on a 5 axes de travail prioritaires. Du coup, les compétences informatiques, le signalement et l'accessibilité des données, l'intelligence artificielle et la numérisation, le rayonnement et la dissémination et nos outils métiers. Donc, c'est dans ce cadre qu'on a organisé ce webinaire. Et on a voulu faire donc un focus sur les systèmes d'information décisionnelle, parce que c'est des outils qui sont émergents dans les BU et qui sont aussi des outils qui intéressent la commission pilotage de la DBU. Voilà, donc pour cette petite présentation, et je vais laisser la parole à Marion Etas et Yves Deloustal de l'UGA, et que je remercie encore vivement d'avoir accepté de faire ce webinaire. Merci. Merci. Bonjour à tous. Alors, je vais commencer par partager notre document. C'est celui-là qui fait ça. Partager. Voilà, je pense que c'est bon. Donc, bonjour à tous. Je suis Yves Deloustal. Je suis ingénieur d'études à l'Université Grenoble-Alpes. Je travaille à la direction générale déléguée au système d'information et je suis spécialisé en données, structure de données. Donc, nous allons vous présenter le webinaire d'aujourd'hui à deux. Et le sujet en est l'entrepôt de données que nous avons construit ensemble. Et je passe immédiatement la parole à Marion, ma collègue. Bienvenue, bonjour à tous. Marion Etas, je suis ingénieure d'études responsable de la mission d'aide à la décision de la DGD Bibliothèque et appui à la science ouverte. Alors, juste avant de démarrer, une petite précision sur l'organisation. Vous avez un Zoom particulier webinaire avec un onglet dans lequel vous pouvez poser des questions. Donc, il s'appelle soit Q&R, soit Q&A selon que vous avez la version française ou anglaise. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez un système de vote qui vous permet de prioriser les questions qu'on traitera à la fin de la présentation. Et vous pouvez aussi utiliser la partie discussion, le chat, soit pour échanger entre vous, soit avec nous, mais essayez de faire en sorte que toutes vos questions soient bien posées dans l'onglet questions-réponses. Voilà, donc vous avez sous les yeux le sommaire qui va nous servir de trame pour notre présentation d'aujourd'hui. Alors, en termes de contexte, au sein de l'UGA, on a donc deux grandes dates qui ont marqué. En 2016, s'est opérée la fusion des universités d'origine. Et en 2020, la construction de l'Université Grenoble-Alpes en tant qu'établissement public expérimental. Et en fait, je vous ai mis l'organigramme. Donc, la DGD Système d'information et la DGD
bibliothèque et appui à la science ouverte sont dans cette partie-là, services centraux, services communs. Au niveau des BU, nous sommes organisés donc en une direction générale déléguée bibliothèque et appui à la science ouverte qu'on appelle BAPSO, qui anime le réseau documentaire composé de 9 bibliothèques intégrées et 25 bibliothèques associées. Au niveau de l'équipe projet, on s'est réparti les rôles de la manière suivante. Côté BU, tout se joue au niveau de la mission d'aide à la décision, en concertation avec les acteurs métiers pour répondre à leurs besoins. En l'occurrence, pour la première partie de notre projet, c'était avec la direction des services au public. Et côté DSI, c'est le service d'Anna Sidoc, auquel appartient Yves de Loustal, qui s'occupe de toute la partie technique et conception. Ensemble, on co-construit donc tout ce qui est interface et on communique aussi largement possible sur tous nos projets communs. Donc, je tiens à préciser l'importance de l'aspect technique d'un tel projet et vous allez pouvoir le mesurer dans la suite de la présentation. Alors, ce qui a guidé notre projet, c'est tout d'abord, au niveau des BU de Grenoble, un long historique autour du pilotage. Depuis de nombreuses années, une acculturation se fait progressivement pour l'ensemble des agents à toutes les questions de pilotage. Les besoins des services et des directions sont exprimés, remontés régulièrement, naturellement, jusqu'à la mission d'aide à la décision. Donc, au fil du temps, l'évaluation et la valorisation de l'ensemble des activités des bibliothèques est vraiment devenue un enjeu collectif. Jusque-là, on avait un ensemble non cohérent de données juxtaposées, c'est-à-dire une coexistence de multitudes de systèmes d'information producteurs de données chiffrées, mais qu'il est impossible de croiser entre elles. Donc, depuis plusieurs années, l'idée de créer un entrepôt de données a émergé. C'est vraiment une volonté forte de l'équipe de direction. Et du coup, ce projet fait partie d'un axe de notre schéma directeur. Cet axe s'appelle « Rendre la DGD plus visible dans l'UGA ». Et du coup, notre projet, on l'a fait démarrer fin 2020. Et il mène sa vie petit à petit. Alors, qu'est-ce qu'un entrepôt de données ? C'est un système d'information décisionnelle dont les données opérationnelles sont choisies et extraites régulièrement depuis les différentes sources. C'est un espace unifié qui permet donc de masquer la diversité de l'origine des données. Les données y sont structurées pour gagner en cohérence. Elles sont enrichies par les métadonnées, puis agrégées et reformatées. Elles sont mises à disposition des utilisateurs en vue métier. Et ensuite, elles sont présentées sous forme de rapports analytiques et de tableaux de bord via ce qu'on appelle des outils de restitution. Je repasse la parole à Yves qui va prendre la suite. Merci. Donc, je vais vous présenter les aspects plus techniques. Marion vous a donné des définitions plus fonctionnelles. Alors, que je retrouve mes petits. Voilà. Donc, pour bien illustrer la particularité d'un entrepôt de données, je vais opposer le contexte opérationnel qui est dédié aux utilisateurs pour gérer les processus métiers au quotidien, au contexte décisionnel qui, lui, est dédié aux décideurs pour obtenir une vue globale du fonctionnement d'un service ou de l'ensemble de l'établissement, et puis pouvoir en tirer des décisions de pilotage. Donc, le schéma que j'ai mis reprend des exemples précis pour être pas trop dans l'abstraction. Alors, une donnée est le support d'une information. En contexte opérationnel, elle est considérée de façon unitaire, elle est modifiée fréquemment et elle disparaît en fin de processus métier.
Ça veut dire que là, on a une lectrice qui va emprunter des ouvrages à telle date dans telle bibliothèque, qui va les garder un certain temps et puis les rendre peu à peu. Et à une date, tous les ouvrages seront rendus et en bon état. Et là, c'est la fin du processus métier. On n'a pas besoin de garder les informations, elles ne servent plus à rien. Au contraire, dans le contexte décisionnel, on va récupérer tout l'ensemble de ces informations et faire des calculs dessus. On va les lire en masse, en garder un historique pour pouvoir voir l'évolution, pour pouvoir voir également l'impact des décisions qu'on a prises et qu'on a appliquées sur l'évolution des processus métiers. Donc, dans les deux cas, on a besoin de résultats optimaux et de ne pas perdre de temps dans le traitement des processus. Donc, cette différence d'objectifs va se traduire en différence de structure de données. Dans le contexte opérationnel, on évite absolument la redondance des informations. Par exemple, ici, vous voyez, on va avoir une liste de lecteurs qui, par leur adresse, vont être rattachés à un pays. Si jamais on change le nom du pays, on voudrait ne faire qu'une opération de saisie et que cette modification se propage pour tous les lecteurs. Donc voilà, une redondance des liens entre les tables, techniquement. Au contraire, dans le contexte décisionnel, on va éviter les jointures entre les tables qui, lors de requêtes, vont nous faire perdre beaucoup de temps. Comme on traite des milliers, parfois des millions, voire des milliards de lignes, un petit délai finit par s'ajouter et par être insupportable. Donc, on va essayer au maximum de mettre nos données dans une seule table. Enfin, on ne peut jamais dans une seule table, mais voilà, essayer de les concentrer. Et par ailleurs, il y a aussi l'histoire de l'historique qu'on veut garder. Donc, on ne veut pas forcément, si un pays change de nom, on ne veut pas forcément que ça soit répercuté dans l'historique. Alors, pour partir des applications métiers et arriver en fin de course à des représentations qui vont aider à prendre des décisions de pilotage, on passe par toute une série des maillons d'une chaîne décisionnelle que vous voyez qui est représentée là. Donc, la source de données, ce sont les applications métiers qu'on va copier pour ne pas interférer sur le travail quotidien. Et puis, l'aire de dépôt dans laquelle on va faire des transformations sur nos données. Et enfin, les copier dans l'entrepôt de données, magasin de données. Alors là, c'est une entité qui peut être séparée ou non selon les structures que nous allons choisir. Et enfin, les outils de restitution qui permettent de ces données techniques d'avoir une vision facilement interprétable pour les décisionnaires. Donc, on voit que l'entrepôt de données est au cœur de ce système, de cette chaîne. Et je fais une petite remarque sur les codes couleurs qu'on a utilisés. On va garder ce modèle tout au long du diaporama pour bien montrer à quel niveau on se parle, d'où on parle. Donc, par exemple, vous voyez ici, on a gardé cette chaîne en bas, on est au niveau entrepôt magasin de données. Et je vais vous donner quelques définitions rapides, mais qui sont importantes. Un fait, c'est un sujet d'analyse, c'est un sujet qu'on choisit d'analyser. Et donc, il va être représenté dans la table qui est ici au centre, la table de faits. Les dimensions sont les axes d'analyse, selon lesquels on va étudier notre fait. Une mesure est l'indicateur d'un fait. Donc, dans cette table de faits, ce sont les champs qu'on voit ici en bas, et ce sont les champs sur lesquels on va faire des calculs, des additions, des moyennes, des statistiques. C'est la source de nos données. Voilà, en gros, je ne vais pas rentrer dans le détail du reste. Et si, je vais quand même dire qu'on voit donc qu'on a une structure en étoile parce qu'on a une table centrale de faits et puis des dimensions qui représentent des branches, donc une idée d'étoile. Alors, pour ce qui est de la préparation, il y a deux grandes familles de méthodes qui sont connues, qui ont été mises au point dans les années 80-90 par les précurseurs que sont Bill Hinman et Ralph Kimball. Donc, la méthode top-down d'Hinman. Hinman considère que ce qui est important, c'est de prendre en compte l'ensemble de l'établissement. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment regarder du haut de l'ensemble et puis aller dans le détail, vers le bas dans le détail. Ralph Kimball, lui, au contraire, a mis en place la méthode bottom-up
parce qu'ils considèrent que ce sont les gens du métier qui connaissent leurs besoins, qui savent de quoi ils parlent, et on va donc s'appuyer sur cette connaissance pour construire chaque entrepôt de données, les uns après les autres, et c'est l'ensemble de ces entrepôts de données qui vont créer l'ensemble de ces magasins de données qui vont créer l'entrepôt de données global. Il met quand même l'accent sur le fait qu'il faut qu'on ait une cohérence au niveau global et donc il va falloir faire attention aux dimensions, que les dimensions qu'on utilise soient utilisées par tous les magasins de données. Donc, il parle de bus de dimensions et de dimensions conformes. Alors, on voit que ces deux familles de méthodes sont assez différentes et vont impliquer, donc pour la méthode d'Inmon, lors de la construction, beaucoup d'efforts, une grosse équipe, tous les métiers de l'établissement vont devoir être représentés. La maintenance est plus facile parce qu'elle se fera à la marge. Le coût initial est très important, après il est raisonnable. Le temps de démarrage est très long et le périmètre est l'entreprise entière. En opposition, la méthode de Kimball est plus adaptée aux moyens lors de la construction. Sa maintenance peut nécessiter une restructuration si on a oublié des choses. Le coût initial est plus faible, il décroît peu, les premiers résultats sont rapides et le périmètre est flexible. Les services sont intégrés peu à peu dans des magasins de données. Donc, cette méthode s'adapte bien à nos contraintes de petite équipe et de besoin de résultats rapides pour pouvoir évaluer. Et nous nous sommes inspirés donc de son guide de conduite de projet qui est assez riche et duquel nous avons tiré ce schéma de cycle de vie de projet dimensionnel. Donc, on voit les trois premières cartes qui sont la définition du projet. Alors, à la fois, ça va être, surtout cette partie, la définition des besoins de l'entreprise, ça va être à la fois les besoins globaux dans un premier temps pour ne rien perdre, pour savoir où on va et prendre la globalité de l'établissement en compte. Et puis, petit à petit, lorsqu'on aura choisi un premier magasin sur lequel travailler, on refera une définition des besoins, mais plus précise. Et on partira sur les trois branches que sont la définition, enfin l'architecture, la modélisation des bases de données et avec leurs champs, et la spécification et réalisation des outils de restitution. Et puis le déploiement, maintenance et croissance, et on revient de façon récursive. Ma souris ne me suit pas très bien. À la phase de planification de projet et on recommence. Donc, une récurrence, mais qu'on retrouve pas seulement à ce niveau général, mais même au niveau de chaque tuile, là, de chaque tâche. En effet, on voit qu'on a conçu des tables, on les a mises en place, on les a proposées en test aux utilisateurs qui nous ont fait des retours et on a retravaillé notre conception, remis en place, etc. Donc, vraiment une façon récurrente de travailler pour arriver à quelque chose qui convienne aux utilisateurs. Alors, lors de cette période de définition, voilà, on s'est basé sur les entretiens avec les services de la DGD BAPSO qui ont été menés en particulier par la mission MAD, mission d'aide à la décision dont fait partie Marion. Et puis des besoins déjà connus puisque ce service connaît quand même bien, travaille depuis un certain temps sur tous les indicateurs et connaît déjà bien les besoins. Nous en avons tiré une liste d'indicateurs qui ont été validés en CODIR et qu'il a fallu prioriser pour les mettre en œuvre. Donc, voici la liste des indicateurs, je ne m'arrête pas dessus. Et la matrice de priorisation, donc selon deux axes. Un axe qui est l'importance pour l'établissement, donc qui est très important, et un autre qui n'est pas à négliger, c'est un axe plus technique, qui est la facilité de mise en place. Donc, à la fois choisir un magasin de données qui ne va pas être trop difficile à mettre en place et qu'on connaisse bien, dont on connaisse bien les sources. En particulier, c'est très important pour le premier magasin de données qu'on met en place au départ, parce que c'est là où on part sur rien, sur une feuille vierge, et donc il ne faut pas se mettre trop de difficultés. On a déjà énormément de tâches à réaliser, donc il faut commencer le plus simplement possible.
Une fois qu'on a choisi, donc cette matrice nous a permis de choisir ce par quoi on allait commencer, hein, le magasin de données par lequel on allait commencer, donc qui nous est celui des données de fréquentation, hein, qui compte les entrées, les sorties et les présences dans un bâtiment. Et on a posé un périmètre afin de pouvoir évaluer au bout d'un moment, parce qu'on commence à construire un entrepôt de données et on n'a jamais fini. Donc, il faut quand même se mettre un périmètre pour pouvoir évaluer, voir plein de choses, si on a été efficace, si notre équipe a été suffisamment nombreuse, si on a été bien soutenu, enfin bon, voilà, beaucoup de choses qu'on retrouve dans le livre de Ralph Kimball. Alors, pour ce qui est de l'existant pour la DGD BAPSO, en particulier depuis la fusion des universités et donc des bibliothèques, il y a eu de nouveaux besoins qui ont fait jour, qui souvent sont suivis d'une demande de nouvelles applications. Et au bout de quelques temps, quand l'application est utilisée, il y a une demande de rapport pour savoir ce qui a été fait, avoir un rendu. Donc, cette méthode fonctionne, si ce n'est qu'on a un rendu au niveau de l'application, donc du process métier, mais on n'a jamais c'est un peu ce que vous avez déjà dit, Marion, on n'a jamais de vue globale de l'établissement. Donc, c'est vraiment à ça que va nous servir notre entrepôt de données. Une fois qu'on sait sur quoi on part, on peut passer à la conception. Et là, on voit qu'on a un besoin de compréhension très fine de l'environnement métier, à la fois au niveau des processus métiers et à la fois des sources de données opérationnelles. Je vous ai mis des exemples pour essayer de rentrer dans le pratique, pour ne pas être abstrait. Donc, en particulier, chez nous, les horaires de fréquentation ne concordent pas avec ceux de certains événements. Ça veut dire que des formations sont organisées dans les BU avec un horaire de début, un horaire de fin. Mais quand les gens rentrent dans le bâtiment pour participer à la formation, ils rentrent avant et ils sortent après. Donc, les horaires ne correspondent pas. Donc, on n'a pas de cohérence au niveau de cette donnée. Par contre, si on regarde les entrées au niveau de la journée, à ce moment-là, les gens rentrent bien le même jour que le jour où ils suivent la formation. Donc là, on a une cohérence. Ça nous a amené à concevoir 2 tables de faits, une à la journée et une à la demi-heure pour avoir plus de précision. Donc, vous verrez après ce que ça donne sur les structures. Également, on nous intéresse les événements culturels qui vont avoir lieu dans un bâtiment. On veut savoir si ça a fait venir des gens. Et il peut y avoir plusieurs événements culturels simultanés dans un même bâtiment le même jour. Donc là, il va falloir qu'on prévoie des liens multiples entre les faits et les tables de dimension. Ensuite, certaines informations comme une grève, on veut connaître l'impact que ça a sur la fréquentation, mais une grève ne va pas être saisie le jour même. On ne va pas pouvoir récupérer cette information automatiquement d'une application, il va falloir la saisir dans une application dédiée, et ça peut prendre plusieurs jours. Donc, il faut prendre en compte ce délai de saisie pour mettre à jour notre entrepôt de données. Enfin, les particularités des sources opérationnelles. Pour ce qui est des informations de fréquentation, elles proviennent de plusieurs sources, de plusieurs applications, certaines externes et certaines internes. Donc, il va falloir synchroniser les chargements. Et la fréquence des décomptes n'est pas la même. Certaines données nous arrivent toutes les demi-heures, d'autres à la minute. Donc, il va falloir trouver une granularité pour avoir la cohérence de nos données. Voilà en gros ce que veut dire comprendre finement l'environnement métier. Donc, de toutes ces informations que nous avons recueillies, nous avons tiré ces tables de faits à construire et ces tables de dimensions. Donc, 2 tables de faits, je vous l'ai indiqué à la demi-heure et à la journée. Et les dimensions suivantes que sont le calendrier, donc la date, l'heure ou le créneau horaire, donc des créneaux horaires de demi-heure, le bâtiment, les horaires d'ouverture prévus et réels qui sont différents. Donc, toutes ces premières dimensions sont liées par un lien unique avec le fait. En effet, il y a une seule date pour un fait d'entrée. Et les suivants, comme les événements culturels, les formations, etc., on va avoir des liens multiples entre le fait et la dimension. Donc, ça va se traduire sur nos structures. Je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire.
Donc, voilà le type très simplifié de table en étoile qu'on va avoir. Au centre, le fait de fréquentation et les différentes dimensions tout autour. Et on va voir que là, on a la même chose, mais c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on a les détails techniques, mais c'est exactement la même chose. Au centre, le fait de fréquentation agrégé à la demi-heure et autour, les dimensions. Donc, les dimensions uniques. Et ici, les dimensions multiples avec des tables intermédiaires qui permettent de faire des liens multiples entre le fait et la dimension. Je ne rentre pas dans le détail, c'est de la technique pure, mais voilà ce que ça donne en gros. Donc là, on obtient une structure en flocon. Hein, on n'est plus en étoile puisqu'on a des tables intermédiaires. Et lorsqu'on prend nos deux tables de faits agrégées à la demi-heure et agrégées à la journée, voilà ce que nous obtenons comme structure, qui s'appelle une structure en constellation flocon. Et vous pouvez voir, en tout cas je vous le dis, nous utilisons les mêmes dimensions pour les tables de faits, ce qui permet la cohérence et le partage des données. Donc, je vous ai montré la structure des données et maintenant, comment nous remplissons ces structures. Alors, nous avons choisi un chargement quotidien. Tous les jours, nous lançons des processus de chargement. D'abord, nous mettons à jour les dimensions non statiques. Et puis, ensuite, nous créons les faits et nous les lignons aux dimensions qui sont non multiples. Et ensuite, lorsque c'est fait, nous pouvons lier les dimensions multiples au fait de fréquentation. Alors, pour la table agrégée à la journée et pour la table agrégée à la demi-heure. Alors, ces premières opérations, tout est fait quotidiennement, mais ces premières opérations sont définitives, alors que les deuxièmes sont celles qui sont liées au délai de saisie dont je vous ai parlé, et donc elles sont renouvelées quotidiennement et jusqu'à ce que la date du délai de saisie soit atteinte. Et à ce moment-là, notre entrepôt de données ne peut plus être modifié. On peut considérer qu'il est stable. On a toute une période jusqu'à ce délai de saisie où nos données ne sont pas tout à fait stables. Voilà, maintenant, passons à la réalisation. Donc, au niveau architectural, je ne rentre pas du tout dans les détails, mais voilà ce que nous obtenons. Je ne veux pas vous faire peur, hein. Juste pour que vous ayez une petite idée, c'est la couleur de fond qui est importante. J'ai gardé la même couleur de fond que la couleur des maillons de la chaîne décisionnelle. Donc voilà, ici on a nos sources de données, ici la partie ODS, hein, donc copie, ensuite la partie staging area dans laquelle on fait les transformations, et puis entrepôt magasin de données, et enfin les outils de restitution sur lesquels, enfin, qui vont permettre de lire clairement. Alors, on voit que bizarrement, la partie entrepôt, magasin de données et la partie aire de dépôt sont celles qui ont l'air le plus simples, mais c'est parce que, voilà, là, on est au niveau architectural des serveurs et on voit que les bases de données. Et au fur et à mesure qu'on va faire ajouter d'autres magasins de données, ces zones vont se complexifier. Voilà les diagrammes d'activité de chargement. Donc, je ne rentre pas dans les détails, simplement, vous voyez qu'on a toute une partie conditionnelle. Et puis, lorsque nos conditions sont obtenues, on charge nos bases de données, nos tables de bases de données. Donc là, pour le chargement des faits agrégés à la demi-heure, donc la première partie du chargement, et ici, les liens entre le fait que nous venons de charger, les faits que nous venons de charger et les dimensions multiples. Je ne rentre pas plus dans le détail, c'est pareil, hein, c'est des conditions et le chargement des données. Et je passe la parole à Marion pour la suite. Alors, l'objectif final de tout ce processus, c'est bien évidemment la mise à disposition des données. Cette mise à disposition, elle peut se faire sous des formes variées pour que les données deviennent des informations exploitables qui permettent des analyses et, en toute fin, des prises de décision. Donc, pour cela, nous utilisons des outils de restitution. Il en existe beaucoup sur le marché et nous-mêmes en utilisons plusieurs. Alors, le plus brut de nos outils de restitution, c'est le Cubolap. On utilise donc
la suite Mondrian Pentao. Il s'agit d'une représentation d'informations multidimensionnelles. Et ce type d'outil est quand même plutôt utilisé pour fouiller les données brutes. Donc, dans l'exemple que vous avez là, on présente les données par BU, par année universitaire. On peut déplier, donc il y a des petits plus là, on peut déplier l'année universitaire pour exposer les données par mois et ensuite encore plus finement. Au fur et à mesure qu'on déplie ces données, le graphique qui est dessous va changer de manière dynamique. Donc, c'est vraiment un outil qui va être utilisé par des usagers de niveau expert et pas par les usagers finaux qui vont juste avoir besoin de données exposées graphiquement. Alors, on utilise aussi d'autres types d'outils plus visuels. Hein. Donc, depuis longtemps, on utilise la suite SAP Business Objects. Donc ici, on a un exemple de rapport qui est envoyé par mail sous format PDF chaque semaine aux équipes responsables de l'accueil du public. Donc ce rapport permet de contrôler en fait que les données sont bien alimentées et d'engager, si besoin, un processus de correction. Donc là, on est bien dans les outils de restitution. En parallèle, on utilise d'autres types d'outils plus visuels qui permettent, donc là c'est BI-Board, qui permet de présenter les données de façon à ce qu'elles puissent apporter une information, qu'elles permettent en fait une analyse de l'évolution, des comparaisons, etc. Donc dans cet exemple-là, c'est BI-Board, c'est l'outil qui a été choisi par l'UGA, qui est utilisé dans le portail d'information et d'aide à la décision, que je vais vous montrer juste après. Donc là, voilà, on a différentes façons d'exposer les données. Donc, il y a plein de composants qui existent dans BI-Board et après, on construit les tableaux de bord que l'on souhaite. Donc, dans le PIAD, le portail d'information et d'aide à la décision, c'est les grandes structures de l'université qui mettent à disposition des membres de l'UGA. Alors, pas forcément, tout le monde n'a pas forcément accès à toutes les informations, mais l'idée, c'est ça, c'est de mettre à disposition les informations des différentes grandes structures de l'université. Donc, les données, elles sont issues des systèmes d'information sources, tels que les données RH, les données financières ou les données de scolarité. Donc là, dans cet exemple, on a le suivi des inscriptions par composante sur plusieurs années universitaires avec une indication visuelle de l'évolution, là, avec les petites flèches. Donc, c'est un exemple de ce qui peut être exposé sur le PIAD de l'UGA. Donc, pour résumer, un petit schéma. Donc, nous avons en entrée les données des différents systèmes d'information sources. Ces données, elles sont agrémentées des métadonnées tout au long du processus et sous différents types de métadonnées. Ensuite, on a une étape d'extraction, transformation et chargement des données, là, de TL. Donc, les données sont transformées pour les rendre cohérentes, selon, comme vous l'a dit Yves précédemment, selon les agrégations qu'on souhaite, avec tous les différents traitements nécessaires à leur intégration dans l'entrepôt. Une fois dans l'entrepôt, toutes ces données sont du coup disponibles pour les utilisateurs finaux grâce aux outils de restitution, sous forme de rapports ou de tableaux de bord. Donc, c'est des rapports qui peuvent être envoyés par mail, des tableaux de bord qui peuvent être intégrés à des pages web ou voilà, toute autre forme d'exposition des données.
Et un des autres objectifs, c'est que les données de l'entrepôt soient interopérables avec celles des autres directions, donc au travers du PIAD, le portail d'information et d'aide à la décision, ainsi qu'avec le futur système d'information décisionnelle de l'UGA qui est en construction. Voilà, on arrive au terme de notre présentation. Merci pour votre attention.